Le sang gouttait du nez de Jacqueline, tandis que les rires résonnaient dans le couloir désert. À cet instant précis, elle comprit qu'elle venait de franchir le point de non-retour. Ce qui allait se produire changerait à jamais la prestigieuse Académie Westmont lorsque son père, un homme ayant dirigé des opérations militaires ultra secrètes sur 6 continents et dont la simple mention faisait trembler les généraux étrangers, découvrirait ce que sa fille endurait depuis des mois. Ce que le harceleur ignorait, il venait de réveiller un prédateur en sommeil. Un homme qui avait juré de ne plus jamais tuer, mais dont les compétences stratégiques allaient transformer une école d'élite en un champ de bataille silencieux. Jacqueline Parker essuya le sang avec la manche de son uniforme bleu marine, tout en se relevant du sol en marbre. À 16 ans, elle était la seule boursière noire en dernière année à la prestigieuse Académie Westmont, une institution qui formait depuis des générations les enfants de l'élite de Rivercrest. Avec des notes brillantes et un talent exceptionnel pour les mathématiques, elle avait obtenu une bourse complète que sa mère infirmière n'aurait jamais pu se permettre. La prochaine fois, apprends à rester à ta place, boursière, lança Eisen Bitley, fils du surintendant de l'école et capitaine de l'équipe de natation. Ses yeux bleus glacials ne montraient aucun remords alors qu'il relevait la chevalière familiale qu'il venait d'utiliser pour frapper Jacqueline au visage quand elle avait refusé de faire son devoir de calcul. À ses côtés, ses inséparables complices ricanaient, Blake Reynolds, le fils du maire, et Marcus Collins, dont le père possédait la moitié des propriétés commerciales de la ville. Ensemble, ils formaient ce que tous sur le campus connaissaient comme les intouchables, des jeunes privilégiés qui semblaient immunisés contre toute conséquence. « Mon père va l'apprendre », murmura Jacqueline, sentant encore le goût métallique du sang. Le rire d'Hyacine résonna sans retenue. « Ton père? Qu'est-ce qu'il va faire ?»« Appelez la directrice Harper. Elle joue au golf avec mon père tous les dimanches. » Il s'approche, intimidant. « Et personne ne croira une boursière contre nous trois. Ta parole contre la nôtre. » Ce qu'il ignorait, c'est que le père de Jacqueline n'était pas un militaire ordinaire. Le général Victor Bennett avait dirigé des opérations tactiques qui ne figureraient jamais dans les livres d'histoire. Légende silencieuse des forces armées, il occupait désormais un poste de conseiller à la sécurité nationale. Par choix personnel, il tenait sa fille à l'écart des projecteurs, lui permettant de grandir avec une certaine normalité, utilisant le nom de famille de sa mère à l'école. En rentrant chez elle, dans le modeste appartement qu'elle partageait avec sa mère, Jacqueline hésita avant de saisir son téléphone portable. Elle avait promis de ne jamais l'utiliser, sauf en cas d'urgence. Son père lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une ligne sécurisée, pratiquement impossible à tracer. Seulement en cas de vie ou de mort, Jacqueline, lui avait-il dit le jour de son départ pour sa dernière mission. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, tandis qu'elle réfléchissait aux conséquences. Le harcèlement avait empiré au fil des mois. D'abord, c'était juste des commentaires sur ses cheveux, sa peau, son statut de boursière. Puis vinrent les accidents. Disparition de devoir, substance renversée dans son sac, exclusion délibérée. Aujourd'hui, pour la première fois, la violence était devenue physique. Le nez encore douloureux et un hématome se formant, Jacqueline prit sa décision. Elle écrivit un message court et précis. « J'ai besoin de toi, papa. Code bleu. » Dans leur vocabulaire familial, code bleu signifiait un danger imminent, une situation qu'elle ne pouvait pas résoudre seule. La réponse arriva en moins de 2 minutes. « J'arrive dans 48 heures. Ne fais rien. Documente tout. Fais-moi confiance. » Jacqueline savait ce que cela signifiait. Son père, le stratège qui n'avait jamais perdu une bataille, allait revenir. Et quand le général Victor Bennett entrait sur un champ de bataille, même un champ de bataille social, il ne laissait aucun survivant. Si cette histoire de justice et de rédemption vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le développement de cette intrigue qui promet de secouer les structures de pouvoir de Westmont. Que se passera-t-il quand l'un des soldats les plus redoutables du pays découvrira que sa fille a été agressée par des jeunes qui se croient au-dessus des lois? Continuez à regarder pour le découvrir. Le lendemain matin, Jacqueline Parker se regarda dans le miroir de la salle de bain. L'hématome violet sous son œil droit et son nez enflé racontaient une histoire qu'elle ne pouvait pas cacher. Sa mère, Diana, infirmière-chef à l'hôpital municipal, faillit s'effondrer en voyant le visage de sa fille. « Mon Dieu, Jacqueline, que t'est-il arrivé ?» Diana toucha doucement le visage meurtri de sa fille,
son expérience médicale évaluant les dégâts. C'était Essen Bitley avec cette stupide chevalière familiale. Jacqueline essaya de paraître désinvolte, mais sa voix tremblait. Il voulait que je fasse son devoir de calcul. Diana Parker pâlit. En tant qu'infirmière-chef, elle connaissait bien la famille Bitley. Le surintendant Gregory Bitley contrôlait le conseil d'administration de l'hôpital où elle travaillait. Une plainte contre son fils pourrait facilement lui coûter son poste. « J'ai appelé papa », avoua finalement Jacqueline. « J'ai utilisé le numéro d'urgence. » Un lourd silence remplit le petit appartement. Diana et Victor étaient séparés depuis 5 ans, les missions militaires constantes ayant rendu leur mariage insoutenable. « Es-tu sûr que c'était nécessaire ?» demanda Diana, avec une inquiétude sincère dans la voix. Elle connaissait bien son mari. Quand Victor Bennett passait en mode tactique, rien ne pouvait l'arrêter. « J'ai tout essayé, maman. J'ai parlé au professeur, au conseiller d'orientation. Personne ne m'écoute. Les intouchables sont protégés par leur famille. » Jacqueline montra son téléphone, où elle avait documenté des mois d'insultes et de messages menaçants. Dans la salle de réunion privée de la mairie de Rivercrest, 3 hommes puissants prenaient un café. Le maire Lawrence Reynolds consultait sa montre en or tout en parlant avec Gregory Bitley et Richard Collins, président de l'Association des entrepreneurs. « Le projet du nouveau complexe sportif est pratiquement garanti », sourit Reynolds, satisfait. « Avec toi qui contrôle le conseil scolaire, Greg, et Richard qui gère les terrains, nous avons tout ce qu'il faut pour commencer la construction. Mon fils dit qu'il y a une boursière problématique à Westmont, commenta Bitley nonchalamment. Une fille mal nommée Parker, je crois. La fille de cette infirmière de l'hôpital municipal. Diana Parker, demanda Collins en fronçant les sourcils. Elle a refusé de falsifier des rapports médicaux dont nous avions besoin pour l'assurance du centre commercial. Une femme têtue. Le maire haussa les épaules. Peut-être est-il temps de revoir le programme de bourse. Westmont a toujours été une école pour les familles qui comprennent comment fonctionne notre communauté. À l'Académie Westmont, Jacqueline baissait la tête, suivant les instructions de son père. Documente tout, ne réagis pas, ne te fais pas remarquer. Elle enregistra Essen et ses amis intimidant d'autres élèves, trichant aux examens, et même un professeur ignorant délibérément Marcus Collins, qui griffonnait des insultes sur le pupitre d'un élève asiatique. Pendant le déjeuner, quelque chose d'inattendu se produisit. Une fille rousse s'assit à côté d'elle à la table vide de la cafétéria. « Je m'appelle Olivia Ramirez », se présenta-t-elle. « Nouvelle élève d'échange. J'ai vu ce qu'Isen t'a fait hier. » Jacqueline la regarda avec méfiance. « Tu ne devrais pas t'asseoir ici. Tu vas entacher ta réputation avant même de commencer. » Olivia sourit. « La réputation m'importe peu. Mon père est journaliste d'investigation. Il m'a appris à reconnaître l'injustice quand je la vois. » Pour la première fois depuis des mois, Jacqueline sentit une lueur d'espoir. Peut-être n'était-elle pas complètement seule. Dans le couloir après le déjeuner, les intouchables encerclèrent à nouveau Jacqueline, ignorant qu'Olivia filmait discrètement la scène avec son téléphone portable à quelques mètres de là. « J'ai entendu dire que tu t'es plainte de moi à la direction, » dit Eisen en poussant Jacqueline contre les casiers. « Je croyais qu'on avait réglé ça hier. »« Je n'ai rien dit, » répliqua Jacqueline, gardant son calme, se souvenant des paroles de son père sur l'importance de ne pas montrer sa peur face aux agresseurs. « Menteuse !» s'approcha Blake Reynolds. « Mon père a reçu un appel concernant un incident avec une boursière. Qui d'autre cela pourrait-il être? Ce que les garçons ignoraient, c'est qu'à la base militaire de Fort Chandler, le général Victor Bennett avait déjà lancé une opération silencieuse. Rappelé d'urgence d'une mission internationale, Bennett avait réuni son équipe de confiance, d'anciens militaires qui le suivraient sans poser de questions. « Messieurs, » dit Bennett aux 3 hommes dans sa salle sécurisée, « ceci n'est pas une opération officielle, c'est personnel. » Sur l'écran digital apparurent des photos des familles, Bitley, Reynolds et Collins, accompagnés de détails financiers, d'enregistrements téléphoniques et d'informations personnelles auxquelles aucun civil ne pourrait accéder. « Notre mission n'est pas de causer des dommages physiques, » expliqua Bennett, les yeux froids comme l'acier. « Nous allons exposer la vérité, démanteler le système qui permet à ces garçons de faire du mal à ma fille. » Son assistant, le major Hals, leva la main. « Général, permission de parler librement? Êtes-vous sûr de vouloir utiliser des ressources militaires pour une affaire personnelle ?» Bennett fixa son subordonné du regard. « Je n'utilise pas de ressources officielles. J'utilise mes contacts
Et quand il s'agit de la sécurité de ma fille, il n'y a pas de limite que je ne franchirai pas. De retour à Westmont, Jacqueline reçut un message cryptique. Colis en route, 21 minutes. Prépare-toi. Au bébé. Exactement 21 minutes plus tard, une élégante femme en uniforme de livraison entra dans le bureau de l'école. J'ai un colis pour mademoiselle Parker, annonça-t-elle en remettant une enveloppe à la réceptionniste. Quand Jacqueline fut appelée, elle trouva dans l'enveloppe un smartphone dernière génération avec une simple note. Communication sécurisée, déjà configurée. Détruisez cette note. Sur le chemin du retour, son nouveau téléphone vibra. C'était un appel vidéo de son père. Papa, murmura-t-elle, voyant le visage familier de Victor Bennett pour la première fois depuis des mois. Je suis en route, Jacqueline, dit-il, son ton calme masquant la fureur qu'il ressentait en voyant l'hématome sur le visage de sa fille. Mais avant d'arriver, je veux que tu comprennes une chose. Ce que je m'apprête à faire n'est pas une vengeance, c'est de la justice. Jacqueline acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Son père continua à lui donner des instructions précises sur ce qu'elle devait faire dans les prochaines 24 heures. Après-demain, l'Académie Westmont ne sera plus jamais la même, et ces garçons apprendront que leurs actes ont des conséquences, peu importe la puissance de leurs parents. Pendant ce temps, dans le manoir de la famille Bitley, Hyssen reçut une étrange livraison. Un petit paquet sans expéditeur contenant seulement un bouton d'uniforme militaire et une note avec 2 mots « Je te surveille ». Le lendemain matin, un changement subtil s'opéra à l'Académie Westmont. Pendant la nuit, des caméras de sécurité supplémentaires avaient en été installées, non pas par l'administration, mais par une équipe invisible opérant dans l'ombre. Ces nouvelles caméras, imperceptibles pour l'œil inexpérimenté, captaient chaque espace où le privilège servait habituellement à dissimuler les abus. Jacqueline Parker franchit la porte avec une attitude différente. Elle ne marchait plus la tête baissée, mais avec la détermination sereine de quelqu'un qui sait qu'elle n'est plus seule. À ses côtés, Olivia bavardait joyeusement, apparemment inconsciente des regards qui la suivaient. Dans la salle des professeurs, la directrice Harper tenait une réunion d'urgence et son visage habituellement impassible montrait des signes de tension. « J'ai reçu ce matin un appel du surintendant Bitley », informa-t-elle en ajustant nerveusement ses lunettes. « Quelqu'un enquête sur nos pratiques disciplinaires. Le département de l'éducation a reçu un dossier anonyme sur des irrégularités à Westmont. » Les professeurs échangèrent des regards mal à l'aise. Beaucoup savaient exactement ce que signifiaient ces irrégularités. Des années à fermer les yeux sur le comportement des enfants de familles puissantes. Aujourd'hui, nous devons être extrêmement prudents, poursuivit Harper. Éviter tout incident, particulièrement avec l'élève Parker. Il semblerait qu'elle ait des connexions dont nous ignorions l'existence. Le professeur Matthews, récemment embauché, fronça les sourcils. Des connexions ? Nous parlons d'une adolescente agressée. Ne devrions-nous pas discuter de la façon de protéger les élèves ? Harper lui lança un regard glacial. « Professeur Matthews, vous ne comprenez peut-être pas encore comment fonctionne Westmont. Certaines familles investissent substantiellement dans notre institution et en retour, nous attendons une certaine compréhension vis-à-vis du comportement de leurs enfants. » Dans le parking de l'école, un homme de haute stature à l'allure militaire gara une berline noire discrète. Victor Bennett ne portait pas d'uniforme, mais sa coupe de cheveux précise et sa posture impeccable trahissaient ses années de service. Pour n'importe quel observateur, il ressemblait simplement à un père fortuné visitant l'établissement. Au comptoir de la réception, il sourit aimablement. « Victor Bennett, j'ai rendez-vous avec la directrice Harper. » La secrétaire cligna des yeux, confuse. « Je ne vois rien dans son agenda, monsieur. » Bennett se pencha légèrement. « Peut-être voudriez-vous vérifier à nouveau ? Il s'agit d'un poste vacant au conseil d'administration. Donation substantielle. » Les mots magiques fonctionnèrent. En quelques minutes, on l'accompagnait au bureau de la directrice. « Monsieur Bennett, c'est un plaisir de vous accueillir. » Harper lui fit signe de s'asseoir. « Bien que je doive avouer que votre offre de donation m'a prise par surprise. » Bennett sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux calculateurs. « J'aime connaître personnellement les organisations que je soutiens. Je m'intéresse particulièrement à votre approche des situations de harcèlement scolaire, par exemple. » Harper déglutit. « Westmont a une politique de tolérance zéro envers le harcèlement. » « Vraiment ? C'est le cas ?» Bennett ouvrit son dossier, sortant quelques photographies.
Alors je suppose que cet incident d'hier a déjà donné lieu à des sanctions sévères? Les photos montraient Eisen frappant Jacqueline. Harper pâlit. Comment? D'où avez-vous obtenu cela? Disons que j'ai des ressources, répondit Bennett à voix basse. Tout comme j'ai des registres financiers prouvant le détournement du fonds de bourse de l'école. Dans le couloir, Eisen et ses amis s'approchèrent du casier de Jacqueline, planifiant visiblement une autre intimidation. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver, c'était le professeur Matthews, debout, les attendant. Y a-t-il un problème, les garçons? Demanda Matthews, regardant la chevalière au doigt d'Eisen. Je ne faisais que passer, professeur, répondit Marcus avec un faux sourire. Quelle coïncidence, résonna une voix féminine derrière eux. La vice-directrice Chen, qui avait toujours semblé indifférente aux abus, observait les garçons avec un intérêt inhabituel. La directrice Harper veut vous voir immédiatement. Dans le bureau, ils trouvèrent Harper visiblement agité, assise à côté d'un homme inconnu dont les yeux froids les analysaient comme un prédateur. « Asseyez-vous », ordonna l'homme d'une voix calme, mais sans appel. « Qui êtes-vous » demanda Blake, tentant de paraître provocateur. « Je m'appelle Victor Bennett, général Victor Bennett, et vous avez agressé ma fille hier. » Eisen sentit le sang quitter son visage en comprenant. Le bouton militaire, la note, ce n'était pas une blague. La directrice Harper m'expliquait comment Westmont va immédiatement prendre des mesures sévères contre vous, continua Bennett. Mon père ne le permettra jamais, protesta Eisen. Le sourire du général s'élargit. Au contraire, ton père est plutôt occupé en ce moment. Bennett montra une photographie du surintendant Bitley, le visage contrarié, dans une réunion avec des agents fédéraux. Ton père explique certaines irrégularités fiscales découvertes dans ses comptes. Le maire Reynolds et M. Collins sont dans une situation similaire. La porte s'ouvrit Et Jacqueline. et entra avec Olivia. Leurs regards se croisèrent, Jacqueline et son père, dans un moment de reconnaissance silencieuse. « Ce sont ces garçons qui t'ont fait du mal », demanda Bennett, adoucissant sa voix. Jacqueline acquiesça, regardant Eisen sans crainte pour la première fois. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça », murmura Marcus à Jacqueline. Le général capta le murmure. Sans hésiter, il s'approcha de Marcus. « Fiston, dit Bennett à voix basse, je viens de mettre fin à des régimes mieux organisés que ta petite dynastie de banlieue avant même le petit déjeuner. Ne me mets pas à l'épreuve. » À ce moment, les téléphones des trois garçons vibrèrent simultanément. Chacun reçut la même vidéo, leur père escorté hors de leur bureau par les autorités, tandis que des journalistes capturaient chaque seconde de leur humiliation publique. Le réseau méticuleusement tissé par le général Bennett était complet, et les intouchables de Westmont découvrirent, trop tard, que personne n'est vraiment au-dessus des conséquences. L'Académie Westmont ne serait plus jamais la même après cette matinée. Dans les couloirs autrefois dominés par des rires démesurés, résonnaient maintenant des conversations plus contenues, tandis que les élèves observaient avec stupéfaction la transformation vertigineuse des structures de pouvoir qu'ils considéraient comme inébranlables. Dans une salle de réunion improvisée, le général Bennett s'assit face aux représentants du Conseil d'État pour l'éducation. Sur la table, des documents méticuleusement organisés révélaient des années de favoritisme, de détournement des fonds de bourse étudiantes et de cas de harcèlement scolaire systématiquement ignorés. Ce n'était pas seulement le cas de Jacqueline qui était débattu. Des dizaines d'autres élèves marginalisés auraient enfin une voix. Ces registres montrent un schéma constant de discrimination, expliqua Bennett avec la précision d'un stratège militaire. La directrice Harper a reçu au moins 18 plaintes formelles pour harcèlement ces 2 dernières années, toutes ignorées lorsqu'elles impliquaient des enfants de donateurs. Dehors, dans la cour centrale, Jacqueline observait comment des groupes d'élèves commentaient les nouvelles qui se répandaient comme une traînée de poudre. Le surintendant Bitley, destitué sous enquête pour fraude, le maire Reynolds, dans une conférence de presse désespérée, niant son implication, le manoir Collins, perquisitionné par des agents fédéraux. « Ton père est incroyable », commenta Olivia, prenant place à côté de Jacqueline. « Tout le monde parle de comment il a mis la ville sens dessus-dessous en une seule journée. » Jacqueline sourit, touchant doucement l'hématome sur son visage qui commençait à s'estomper. Il disait toujours que la stratégie ne consiste pas à voir qui a le plus de force, mais à utiliser les faiblesses de l'adversaire contre lui-même. Dans le bureau de la vice-directrice Chen, maintenant nommée directrice par intérim après la démission immédiate de Harper, un comité d'urgence s'était formé.
Le professeur Matthews coordonnait la révision de toutes les politiques disciplinaires de l'école, tandis que Chen signait des ordres de suspension pour Eason, Blake et Marcus. L'audience du conseil scolaire aura lieu la semaine prochaine, expliqua Chen à Jacqueline et à sa mère Diana. Vous aurez l'opportunité de présenter votre témoignage complet. Je veux que vous sachiez que Westmont s'engage à un changement fondamental. Diana Parker, encore en train d'assimiler les événements extraordinaires, serra la main de sa fille. Je n'aurais jamais imaginé que nous verrions justice rendue si rapidement. Pendant ce temps, au commissariat, les patriarches des 3 familles les plus puissantes de Rivercrest attendaient, incrédules, la fin de l'interrogatoire préliminaire. Gregory Bitley, habituellement impérieux, semblait diminuer sans sa suite habituelle de conseillers. Comment a-t-il obtenu ces documents murmura-t-il à Lawrence Reynolds, qui paraissait tout aussi stupéfait. Ces informations étaient sur des serveurs protégés. Vous ne comprenez toujours pas, répliqua un détective qui passait par là. Bennett n'est pas un général ordinaire. Pendant des années, il a commandé des opérations de renseignement qui ont renversé des dictateurs. Vous pensiez vraiment pouvoir dissimuler l'agression de sa fille et vous en sortir impunément? Dans la maison des Parker, Victor Bennett organisait ses documents tout en expliquant les prochaines étapes à Jacqueline et Diana. Contrairement au stratège impitoyable qui avait démantelé un système corrompu, il n'était maintenant qu'un père préoccupé par le bien-être de sa fille. Les accusations contre les familles Bitley, Reynolds et Collins ne sont que le début, expliqua-t-il. Le plus important maintenant est de réformer le système scolaire. Pour cela, nous avons besoin de ta voix, Jacqueline. Ma voix. Tu as l'opportunité de mener des changements dans l'école. Le conseil crée un comité d'élèves avec un pouvoir réel pour superviser les cas de harcèlement et de discrimination. Tu serais la représentante parfaite. 3 semaines plus tard, Jacqueline monta sur la scène de l'auditorium de Westmont pour l'Assemblée générale. L'hématome avait disparu, mais l'expérience avait laissé des marques invisibles qui l'avaient rendue plus forte. Plus de 500 élèves l'observaient dans un silence respectueux, beaucoup d'entre eux ne lui ayant jamais adressé la parole auparavant. « Ce qui m'est arrivé n'était pas un cas isolé », résonna sa voix ferme dans l'auditorium. Pendant des années, des élèves boursiers et issus de minorités ont souffert en silence tandis qu'un système protégeait les agresseurs. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle ère à Westmont, une ère d'égalité, de respect et de véritable méritocratie. Au dernier rang, Victor Bennett observait avec fierté. À ses côtés, Diana souriait, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais voulu qu'elle voie ce côté de toi, » murmura Diana, le stratège impitoyable. Elle avait besoin de voir que la justice n'est pas seulement un concept abstrait, répliqua Bennett. C'est quelque chose pour lequel nous nous battons en utilisant tous les outils à notre disposition. Depuis ce jour, l'Académie Westmont est devenue un modèle de réforme éducative. Eason, Blake et Marcus ont été transférés dans des écoles militaires, où des règles strictes et des conséquences réelles leur ont enfin enseigné le sens de la responsabilité. Leurs familles, autrefois intouchables, font maintenant face à des poursuites judiciaires et au jugement de l'opinion publique. Ce qui est devenu clair pour tous dans cette petite ville, c'est que le pouvoir sans responsabilité finit par trouver sa némésis, parfois sous la forme d'un général 4 étoiles qui a prouvé que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation des plus faibles, mais dans l'utilisation de l'intelligence stratégique pour transformer des systèmes corrompus. Si cette histoire vous a inspiré à réfléchir sur comment nous pouvons faire face aux injustices qu'il y a dans le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires comme celle-ci.